bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Hello na Copa, le podcast 100% Copa América de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, La Fiche de la Semaine et Frikia, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposée sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposée est désormais disponible, un numéro consacré aux coupes continentales de sélection dans lequel vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou, bien sûr, la Copa América. Aujourd'hui au programme de ce second volet de Hello na Copa, les miroirs de l'actu braqueront leur lumière sur l'Uruguayen Fernando Muslera, héros uruguayen de l'ombre qui est encore un peu plus rentré dans l'histoire de son pays. Nous observerons ensuite l'héritage laissé par José Pekerman à une sélection de Colombie qui a flambé au premier tour, puis nous ferons le bilan des invités de cette Copa, le Qatar et le Japon d'ores et déjà éliminés. C'est ensuite Philippe Troussier, le sorcier blanc des Bafana Bafana, qui nous dévoilera quelques-uns de ses souvenirs de Copa, celle de 1999 en l'occurrence, disputée à la tête du Japon. Enfin, nous prendrons à nouveau la température de nos envoyés spéciaux passer des buildings et des churrascarias de São Paulo aux plages et aux caipirinhas de Rio de Janeiro. Allez, vamos là pour les miroirs de l'actu. Commençons donc cet épisode en rendant hommage à Fernando Muslera, portier de la Céleste rentré cette semaine encore un peu plus dans le cercle fermé des immortels uruguayens, en compagnie de Jérôme Le Signe, bien évidemment. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, avec une magnifique Uruguay qui nous régale depuis le début de la Copa América, donc écoute, tout va bien. En toute objectivité. Toujours. Bien sûr. Mais là, je vais te demander de nous parler de Néstor Fernando Muslera Micol, pour être exact sur son patronyme entier, né... complet. Eh bien d'ailleurs, je vais te laisser le dire, parce que c'est donc le gardien de la sélection uruguayenne. Mais non, tiens, avant de parler de lui quand même, parce que c'est son actu, et pourquoi on parle de lui, est-ce que tu peux nous... Il est rentrer encore un peu plus dans l'histoire de sa sélection et du football de son pays. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Il est rentré encore dans l'histoire parce qu'il a accumulé déjà 16 matchs de Copa América en prenant le dernier contre le Chili, et c'est donc devenu le gardien ayant joué le plus de matchs de Copa América avec l'Uruguay. C'était déjà le gardien ayant le plus de sélections et il continue de les cumuler. Et donc voilà, c'est vraiment un pilier pour le coup de la sélection depuis 2009 maintenant, depuis 10 ans. Et oui, depuis 10 ans, et on l'avait pour la plupart, peut-être toi avant ça, et je sais qu'avant ça, mais on l'avait découvert à l'époque à la Lazio et surtout lors du mondial 2010 des Uruguayens. Qu'est-ce que ça représente, Fernando Muslera, en Uruguay ? Parce qu'il est un peu en retrait en termes de popularité, on va dire en termes de lumière. Derrière Forlán à l'époque, mais depuis une dizaine d'années, les Cavani et Luis Suarez. Oui et non. Alors forcément c'est un gardien, donc c'est toujours compliqué à dire. C'est-à-dire qu'il sera toujours plus en retrait que les attaquants, les buteurs, Forlán, Suarez, Cavani. Mais on voit beaucoup de gamins avec des maillots de Muslera, des maillots du gardien. Il est extrêmement populaire. Il représente encore une fois un pilier de cette belle époque que vit l'Uruguay depuis 10 ans. Il est arrivé exactement au bon moment. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2009 pour qualifier l'Uruguay pendant les phases éliminatoires compliquées pour se qualifier pour l'Afrique du Sud, pardon. Donc pour le coup, il est extrêmement populaire en Uruguay, même s'il est parfois critiqué pour sa technique, on va y revenir. Mais il est vraiment apprécié comme pilier de la sélection. Sa bourde sur le 2-0, ça lui a été pardonné.
Sur la 2-0, je parle bien sûr du 2-0 du quart de finale de Coupe du Monde 2018 France-Uruguay. Oui, ça lui a été pardonné pour une raison spécifique dont on n'a pas beaucoup parlé à l'époque parce que lui-même n'a pas voulu que ce soit divulgué dans la presse. Même si ça s'est su, mais il n'a pas voulu en faire de publicité. C'est qu'on a su assez rapidement 2-3 jours derrière qu'il avait perdu son oncle dans un accident de la route une semaine avant et sa grand-mère 2 jours avant le match et qu'il n'était pas dans le meilleur état psychologique. Alors lui-même n'a pas voulu le dire parce qu'il ne veut pas que ce soit une excuse. Mais disons qu'à l'époque, il a aussi reçu énormément de messages de soutien des anciens, des joueurs actuels et anciens de la sélection, disant qu'il avait entre guillemets suffisamment prouvé par le passé dans la sélection et que c'était pas grave, ça arrivait et voilà. Et c'est pas dans l'absolu, je pense que ce qui le sauve aussi beaucoup, c'est que c'est pas le but qui élimine puisqu'il y a 2-0 en score final, même si lui-même dit après le match que c'est lui qui a tué les espoirs de l'Uruguay en encaissant le deuxième but. Mais vraiment, il y a les circonstances atténuantes ont fait que c'est passé et voilà, les gens lui en tiennent vraiment par idée. Très bien, alors on va passer un petit peu plus sur ces anecdotes. Néstor Fernando Muslera Micol, dit El León, dit El Nene, est né à Buenos Aires, donc en Argentine, le 16 juin 86, et je crois que c'est très particulier. Oui, parce qu'il naît quelques dizaines de minutes après un 8e de finale de Coupe du Monde. Que les Argentins gagnent 1-0 contre l'Uruguay, c'est la Coupe du Monde au Mexique qui va voir les Argentins gagner éventuellement. Oui, les Argentins gagnent en 86. Oui, les Argentins. Oui, voilà, donc je suis moins expert sur les Argentins, tu couperas ça au montage. Oui, en effet, il naît quelques minutes après un 8e de finale de Coupe du Monde qui voit les Argentins jouer l'Uruguay. Un certain Pedro Pascucci marque le but du 1-0. Et quand Muslera naît, le gynécologue dit à sa mère qu'elle devrait l'appeler Pedro, du nom du buteur argentin. Et il ne sait pas que sa patiente est en fait uruguayenne et qu'elle a décidé d'appeler son fils Fernando comme Fernando Morena, qui est l'un des grands buteurs de Peñarol des années 70 et 80, meilleur buteur de l'histoire du championnat uruguayen, champion d'Amérique du Sud aussi en 87, champion d'Amérique du Sud dans les années 70. Donc voilà, l'un des plus grands buteurs, mais uruguayen. Muslera a une chance, c'est que donc il est né à Buenos Aires, mais 8 mois après, il retourne vivre en Uruguay et il est complètement uruguayen. Il a la nationalité argentine de par sa naissance, mais pour le coup, il a toujours vécu en Uruguay. Vient ensuite, on imagine, une vie à peu près honnête. Il n'est pas forcément né dans une famille. Je dis pas qu'il est riche, mais il n'est pas né dans une famille pauvre. Il est né dans une famille modeste. Non, il est né dans une famille de la classe moyenne, sans trop de problèmes. Qui l'inscrit d'ailleurs, très tôt dans les clubs de baby-foot et dans le club de Montevideo Wanderers, qui est ce qu'on appelle un club formateur dans le bon sens du terme, avec des écoles qui vont bien. Donc il est formé au Wanderers et oui, je vais pas dire que c'est un fils de bonne famille, mais par rapport à d'autres qui ont eu plus de difficultés dans la vie, on peut connaître les histoires de Suarez par exemple, ou même Cavani dans l'absolu. Fernando Muslera a pas ce type de problème. Mais alors après, donc il part au Montevideo Wanderers, qui est un club de qualité en Uruguay, mais qui ne fait pas partie des 2 cadors qui divisent la capitale et une partie du pays. C'est le Nacional et le Peñarol. Alors il s'est appelé Fernando en hommage à un grand buteur du Peñarol, mais il va signer. Oui, après il est formé au Wanderers. T'as eu du mal à le dire, t'arrives même pas à le dire National. Alors je le dis à ta place, il a signé au Nacional. Oui, mais on retient alors son club de cœur malgré tout, parce qu'il a très 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 peu joué au Nacional. Son club de formation, le club dans lequel il a passé 5, 6, 7 ans étant jeune, c'est les Montevideo Wanderers, qui sont quand même un pilier, c'est-à-dire que ça fait partie des clubs formateurs et qui forment énormément de joueurs de la sélection, comme il y a les Wanderers, il y a le Defensor et le Danubio, grosso modo, qui sont les 3 autres clubs en plus des 2 grands qui forment beaucoup de joueurs. Et c'est le Wanderers qui lui permet notamment, par exemple, d'accéder au cycle de jeunes de l'Uruguay, de jouer la Coupe du Monde, les tournois sud-américains U17 et U20, de rentrer dans le cycle de la sélection qui a été extrêmement important par la suite, parce que même si lui à l'époque il le fait en 2005, c'est pas encore le cycle de Tabarez, mais Tabarez est fidèle à ses principes et quand il arrive en 2006, il reprend tous les joueurs il reprend beaucoup de joueurs petit à petit qui ont joué chez les jeunes, parce que c'est sa philosophie. Et donc Fernando Muslera qui bénéficiera de ça aussi. Donc voilà, il a la chance d'être formé au Wanderers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il joue une saison entière avec eux et quand il signe au National d'ailleurs, il a le Pulpo Vieira qui est un autre grand gardien qui a joué en Colombie et après
mais qui est titulaire au national, et quand il arrive au national, il ne joue plus. Et c'est de là qu'il est transféré à la Lazio pour 3 millions d'euros. Très fort, tu as réussi à retourner la chose encore une fois en défaveur du national. Mais ma foi, j'imagine que tu dis vrai, donc on te croit. Sans suite donc... Mais après, juste sur le national, il y a beaucoup de joueurs de très bons que j'adore qui sont formés au national. Dans l'équipe actuelle, Suarez, Lodeiro, même Godin, même s'il est plus formé du côté de Cerro, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le national, qui sont des excellents joueurs de sélection. C'est le grand mérite aussi de Tabarez sur les 10 dernières années, c'est d'avoir réussi à pacifier et qu'il y ait des joueurs de sélection qui soient passés par Peñarol national sont maintenant des joueurs de sélection sans que voilà, ils sont passés par le national ou ils ont été formés par le national, et c'est très bien comme ça. Il y a plus de rivalité comme on pouvait l'avoir au début des années 2000 où ensuite les supporters ne supportaient plus que les joueurs formés par leur propre club. Bon, la parenthèse du championnat uruguayen fermée. On va continuer sur Fernando Muslera. On va continuer en fait. D'ailleurs, il va continuer lui sa carrière en Europe à la Lazio durant 4 saisons très riches et ensuite Galatasaray depuis 2012. Je crois qu'il fait partie du mur au Simbom maintenant. Mais ça, c'est l'Europe, c'est pas ce qui nous intéresse à Lucarno Posé. Donc on va revenir avec la sélection uruguayenne. Avec la sélection uruguayenne, tu l'as dit, il démarre en octobre 2009. S'ensuit une Coupe du Monde dont l'Uruguay termine 3e. Et surtout en 2011, une Copa América que l'Uruguay gagne. Et ensuite une carrière internationale que l'on connaît avec un 8e de finale en 2014, un quart de finale de Copa América en 2015. En 2016, l'Uruguay fait quart de finale aussi. En 2016, non, ça s'est terminé au pool en 2016. C'est vrai. Excuse-moi de te le rappeler. Et c'est le seul vrai hic de Tabarez, donc c'est pardonnable. Et c'était une fausse Copa América, donc ça compte. Voilà. Et donc un quart de finale. En 2018, pour Muslera, l'Uruguay est immensément riche footballistiquement, en joueurs, en gardiens, bien évidemment. Mais aujourd'hui, est-ce que si on devait composer un 11 historique de l'Uruguay, est-ce que ce serait Muslera qui irait au goal ? Non, il y a l'Uruguay. Alors c'était l'un des trucs pour remonter au départ. Quand Tabarez reprend la sélection en 2006, il cherche un gardien pilier parce que historiquement en Uruguay, il y a toujours des gardiens qui ont marqué des décennies, des gardiens qui sont restés. Ça va depuis Mazzali dans les années 20, à Majurkiewicz dans les années 60, Rodolfo Rodriguez qui fait 15 ans dans les années 70-80. Donc l'Uruguay a toujours tenu sur des gardiens qui restent sur le long terme. Quand Tabarez arrive, il cherche ça. Il essaye au début beaucoup de gardiens, par exemple Fabian Carini, mais qui a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière parce qu'il était toujours remplaçant en club, donc quand il arrivait en sélection, c'était compliqué. Le Pulpo Vieira, dont on a discuté, qui était au national et qui n'était pas extraordinaire, qui n'est pas un très bon gardien. Et donc voilà, Tabarez cherche un gardien qui sera là pour rester. Et au début, il trouve pas. Et il a une chance, c'est que Muslera, et Muslera au début n'arrive pas à s'imposer à la Lazio quand il y arrive en 2007. Il fait des matchs catastrophiques. Il n'arrive à s'imposer au final que sur 6 mois de temps, d'un coup en 2009. Et c'est le moment où l'Uruguay est en difficulté en Copa América, parce qu'ils sont en Copa América dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'ils sont pas qualifiés à ce moment-là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Et c'est le moment où que va choisir Tabarez pour dire, écoute, Muslera a 23 ans, c'est l'ancien gardien des jeunes, il s'est imposé à la Lazio, donc on va le mettre à la tête on va le mettre comme gardien titulaire dans l'équipe. Et il joue son premier match, donc le 2 octobre 2009. Et ce premier match est le match qui qualifie l'Uruguay pour la Coupe du Monde en 2010. Parce qu'ils arrivent à arracher une victoire en Équateur historique parce qu'elle était vraiment pas écrite sur le papier. L'Équateur était devant aux éliminatoires et l'Uruguay leur passe devant grâce à ce match. Et donc Muslera gagne sa place sur ce match. Et par la suite, il va avoir la chance d'avoir un parcours où il aura beaucoup de succès, notamment au départ, avec les 2 tirs au but arrêtés contre le Ghana, le tir au but arrêté contre l'Argentine en quart en 2011, qui fait que l'Uruguay gagne à la fin, ce qui fait qu'il s'impose et reste dans l'équipe. Malgré tout, le comparer historiquement, alors c'est tout ça pour dire au final que pour le comparer historiquement à d'autres joueurs, c'est très compliqué. Parce que l'Uruguay a évidemment une riche histoire, avec notamment 4 étoiles, comme on aime à le rappeler quand on joue les Chiliens, qui fait que c'est compliqué de le comparer face à des joueurs champions du monde, face à Majurkiewicz qui gagne des Libertadores dans les années 60 avec Peñarol, qui est aussi champion d'Amérique du Sud.
c'est toujours très compliqué de comparer époque par époque. Il restera parmi les grands gardiens de l'histoire de l'Uruguay. Très bien, d'accord. Pour terminer, c'est donc une icône de cette génération. Cette génération, lui, il est sur la fin quand même. Maintenant, il a 33 ans. Enfin, il est sur la fin. C'est un gardien, donc il reste pour un gardien, quelques années derrière. Mais en tout cas, voilà, il fait partie de cette génération Cavani, Suarez, Godin et Cáceres. Est-ce que comment dire, comme l'Uruguay a coutume de faire sur cette dernière décennie, est-ce que l'on prépare l'après Muslera? C'est plus compliqué parce que pour le coup, alors son remplaçant en sélection, c'est Martín Campaña, le gardien d'Independiente en Argentine, mais qui a une ou deux années de moins. C'est ça, qui a 30. Voilà, c'est ça, il a 30, 31 ou quelque chose comme ça. Et après, les gardiens des équipes U20, pour le coup, de ces dernières années, comme par exemple Franco Israel, qui a été transféré à la Juventus il y a un an, qui était le futur grand gardien, mais il joue pas évidemment à la Juventus là où il a été transféré. Il faudra attendre, c'est difficile pour le moment de voir. Je pense surtout que Muslera a du coffre physiquement et je pense qu'il va falloir aller le déloger avant la Coupe du Monde au Qatar minimum. Mais après, il y a quand même, il y a des gardiens derrière dans les équipes U20 qui sont d'ailleurs régulièrement bien classés dans les différents classements, différentes coupes sud-américaines. Donc voilà, à voir. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérôme, et on se retrouve très vite pour à nouveau parler de l'Uruguay dans El Ona Copa et dans cette Copa América. Salut Jérôme. Ciao. Hommage toujours, El Ona Copa prend à cœur de rendre à César ce qui appartient à César. Revenons avec Pierre Gerbeau sur l'héritage laissé par José Pekerman à la Colombie. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Simon, bien, ¿y tú? Muy bien. Alors, on va pas s'attarder, on va parler de cette sélection cafetera qui avant de choisir de poursuivre son aventure avec un entraîneur au profil de bâtisseur comme Carlos Queiroz, qui est donc actuellement aux commandes, avait déjà un entraîneur avec ce profil-là, bâtisseur, qui était José Pekerman, et qui avait déjà posé ma foi, de solides bases lors de son passage de 2012 à 2018, 6 ans, donc c'est quand même gros pour un sélectionneur. Déjà, rapidement, quel bilan peut tirer de ces 6 ans de José Pekerman? En fait, le bilan, il est assez simple. Pekerman a replacé, on va dire, la Colombie sur le continent. Il l'a replacé sur la carte du football continental parce que quand il arrive, c'est pendant les qualifications pour la Coupe du Monde 2014 et au moment où il arrive, la Colombie est vraiment pas en bonne position et il arrive et bim, la Colombie retourne à un mondial pour la première fois depuis 1998. Donc la Colombie avait raté 2002, 2006, 2010. Elle était partie pour rater le 4e. Et là, Pekerman, il arrive, bim, et il enchaîne Coupe du Monde 2014, quart de finale. Il enchaîne Copa América 2015, quart de finale. Copa América Centenario, demi-finale. Et il fait 8e de finale où il perd au tir au but contre l'Angleterre. Donc il a vraiment remis la Colombie sur la carte continentale après la génération fin 80 et jusqu'à milieu 90. Donc ça c'est son bilan. Ça c'est ce qu'il a fait. C'est déjà pas mal. C'est un bilan presque historique quand même. Ah ouais, totalement, ouais. Il tournait à quasiment, il a fait je crois qu'il a fait 50 matchs officiels. Et son bilan, il est à quasiment 60% en fait. Donc c'est plus que satisfaisant. D'accord. Alors maintenant, parlons de son héritage justement. Il a fait 6 ans, il termine sur un bilan plus que satisfaisant. Quel héritage il a laissé à cette sélection au final? Je vais tout simplement te citer Carlos Queiroz quand il arrive. Il parle de Pekerman et il dit Pekerman a laissé un héritage fantastique et j'espère bien garder et continuer ce qu'il a fait et on va essayer d'améliorer.
et tous les jours un petit peu. Donc voilà ce qu'il a dit. Là, clairement, Carlos Queiroz, quand il arrive, il a pas l'ambition de faire table rase du passé. Il va évidemment s'appuyer sur ce qu'a laissé Pekerman et il le reconnaissent. Hein, il le dit. Voilà, un héritage fantastique. C'est ce qu'a dit Queiroz quand il arrive. D'accord, donc lui, en conférence de presse et qu'il est présenté. Donc Queiroz, qui est un bâtisseur, il venait de passer 9 ans quand même, tout de même 9-8 ans. Bon, j'ai plus le temps exact, mais une grosse période. Il me semble que c'est 8 ans. Oui, il me semble que c'est 8 ans, à la tête de l'Iran. Donc voilà, quand on parle de bâtisseur, on parle de vrai coach bâtisseur. Donc en effet, c'est des mots forts de la part de quelqu'un comme ça. Donc lui, il est dans la continuité. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des différences, hein, notamment tactiquement. Hein. Queiroz, c'est avec un milieu à 3 et Pekerman, c'était moins son style. Mais sinon, sur le groupe, il y a très très peu de différence entre le groupe de Pekerman de la Coupe du Monde 2018, par exemple, et le groupe de Queiroz aujourd'hui. C'est le même. Là, si Carlos Queiroz a pris Gianluca Couli, qui sort d'une saison plutôt très bonne avec Genk, et sinon c'est tout. Cardona, on le voyait déjà avec Pekerman. Stéphane Medina, on le voyait déjà avec Pekerman. Donc il y a pas de changement drastique en fait. Les changements, ils sont tactiquement, mais sinon non. Évidemment, il continue. Carlos Queiroz continue ce qu'a fait Pekerman, et les résultats aujourd'hui de la sélection sont une bonne partie aussi. Ils surfent sur la vague Pekerman, donc il y a pas de secret. Hein. Aujourd'hui, c'est normal que la Colombie sorte de son groupe en Copa América. Voilà, et c'est autant dû à Pekerman que Queiroz. Il y a rien à dire là-dessus. D'accord, donc tu dis quand même que Carlos Queiroz a opté pour un schéma tactique différent, mais est-ce que l'on continue de voir du Pekerman quand cette Colombie joue ? Parce que c'est un style quand même, Pekerman. On se souvient de son Argentine en 2006, c'est assez particulier en possession, enfin c'est particulier le style Pekerman. Ouais, la possession, tu la vois toujours. Tu l'as vu contre le Paraguay, tu l'as vu contre le Qatar aussi. Où ça joue, t'as James qui est dans un rôle totalement libre, et c'est comme ça qu'il s'exprime le mieux de toute façon. Et la différence entre Queiroz et Pekerman, on l'a vu par exemple sur le premier match contre l'Argentine, où la Colombie, et notamment en deuxième mi-temps, a eu un jeu beaucoup plus direct, et c'est ce qu'a fait c'est une des raisons pour lesquelles la Colombie a pu enfin taper l'Argentine après, je crois, 12 ans après sa dernière victoire contre la sélection albiceleste. Mais donc là, tu l'as vu dans ce gros match, et on peut la voir également contre le Chili vendredi, où on peut voir une Colombie qui s'est jouée par moments de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide. Et ça, c'est une différence qu'on peut voir entre les deux. Mais plus de verticalité. Voilà. Et après, pour des adversaires qui sont un peu plus faibles, tu vas retrouver ce jeu de possession, redoublement de passes, etc. D'accord, donc peut-être que Queiroz va apporter un peu plus de pragmatisme. Ouais, voilà. Et tu le retrouveras sûrement dans les enfin, ce sera un vrai test vendredi sur ça d'ailleurs. Est-ce que la Colombie est capable d'être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus chirurgicale ? Donc ça, on saura. Je te répondrai vendredi soir. Très bien, ça marche. On attendra jeudi soir aussi pour avoir la réponse lors de son quart de finale Colombie-Chili. Oui, c'est Colombie-Chili, j'ai un doute. Oui, c'est Colombie-Chili. Tu as un petit doute. Vendredi soir. Et jeudi soir, jeudi soir, c'est le Brésil-Paraguay. C'est ça, donc vendredi soir, chez vous, donc dans la nuit de vendredi à samedi, en France, pour la plupart de nos auditeurs. Il y en a quand même quelques-uns qui sont sur d'autres fuseaux horaires, mais voilà, quand même, il faut le préciser. Merci beaucoup Pedro, et on se retrouve très vite pour les carnets de voyage avec les copains. Je t'en prie Simon, et avec plaisir on te racontera nos expériences. Ça marche, à tout de suite. Allez,
Maintenant, Elona Copa va endosser un instant sa tunique AFC Corner pour débriefer le tournoi des deux invités asiatiques de cette Copa América 2019, le Qatar et le Japon. Accueillons l'un de nos spécialistes de la zone, Jordan Bozonnet. Bonjour Jordan, comment vas-tu ? Salut Simon, salut tout le monde, ça va très bien. Eh bien oui, Jordan Bozonnet, un de nos spécialistes Asie, puisque vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, qu'il y a des invités, il y avait, je parle des au passé, parce que c'est chose terminée pour eux, mais il y avait des invités asiatiques de la Confédération asiatique à cette Copa América, le Qatar et le Japon. Alors on va faire un petit récap de leur parcours, parce que malheureusement donc ils sont déjà passés à la trappe, mais non sans honneur. Alors on va commencer par le Qatar, si tu le veux bien. Le Qatar qui était dans le groupe de la Colombie, de l'Argentine et du Paraguay. Donc déjà un groupe relativement costaud, surtout Colombie, Argentine, puis même Paraguay, c'est un groupe costaud. Le Qatar termine dernier de son groupe avec 1 point, un match nul engrangé dès la première journée contre le Paraguay, 2-2 et 2 défaites enchaînées contre la Colombie. Vous aviez vu le match au Morumbi à São Paulo, 1-0, et contre l'Argentine, 0-2. 2 buts encaissés, 2 buts marqués, 5 buts encaissés, 1 point. Somme toute, c'est pas ridicule non plus pour une sélection qui part d'aussi loin. C'est loin d'être ridicule, mais le bilan est assez mitigé quand même, parce que sur le premier match contre le Paraguay, le Qatar a montré de très belles choses. Ils ont eu la maîtrise du jeu, du ballon, avec 57% de possession de balle. Et en fait, ce qui les a mis dedans, c'est les entames de période, surtout l'entame de la première période qui a été catastrophique, quasiment tout était raté. Et l'entame de seconde période, c'était pareil. Donc c'est à ces 2 moments-là que le Qatar a encaissé les buts. Et sinon, mis à part ça, dans le jeu sur ce premier match contre le Paraguay, c'était vraiment intéressant. On a pu retrouver les bases qu'on avait pu voir lors de la Coupe d'Asie au début de l'année 2019, qui a été remportée par le Qatar. Donc un jeu assez intéressant où ils essayent de construire, de bien construire, de repartir de derrière, avec Akram Afif, donc la star de l'équipe, on va dire ça comme ça, qui redescendait assez bas sur le terrain pour prendre le jeu à son compte. Et donc ça a été très intéressant contre le Paraguay. Donc ils perdaient 2 buts à 0, ils sont remontés à 2-2 et ils pouvaient même gagner ce match parce qu'à la fin il y a eu pas mal d'occasions assez franches pour le Qatar. Donc ce nul ça aurait pu faire une victoire pour le Qatar et donc ça aurait changé pas mal de choses parce qu'avec 3 points le Qatar aurait été qualifié si on s'en réfère au classement final. Mais donc sur ce premier match c'était vraiment intéressant. On a pu se dire que le Qatar allait montrer encore de belles choses face à la Colombie et à l'Argentine. Mais justement, sur ce deuxième match contre la Colombie, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, c'était vraiment un vrai test là pour le Qatar. C'est vraiment une grosse écurie pour tester un peu, voir où ils en étaient, pour faire un petit bilan déjà. Et donc, ça a été beaucoup plus compliqué. Là, au niveau de la possession de balle, ils étaient à 32%. C'est plutôt la Colombie qui était maître du jeu. Et donc c'était difficile au niveau déjà de la défense. Ils ont beaucoup été mis en difficulté par les attaquants de la Colombie. Donc au niveau de la défense, il y a encore beaucoup de choses à travailler du côté du Qatar. Milieu de terrain, pareil, c'était compliqué. Et l'attaque, quand le Qatar n'a pas le ballon, Afif et Almoez ont beaucoup de mal à se montrer. C'est ce qui a été aussi, c'est ce qu'on a pu voir lors du dernier match face à l'Argentine, où c'était un peu c'était un peu un match qui ressemblait à celui de la Colombie, où le Qatar a eu beaucoup de mal à créer du jeu et à laisser la possession à l'adversaire. Mais finalement, donc c'est pour ça que c'est un bilan assez mitigé pour le Qatar, parce que le premier match a été très intéressant. On pouvait s'attendre à mieux lors des 2 derniers matchs contre la Colombie et l'Argentine. Mais ça a été plus compliqué et au final même Félix Sanchez, il a dit que ce qui a fait la différence, c'est le manque d'expérience de certains joueurs du Qatar. Bon, le Qatar avait la 2e équipe la plus jeune de la compétition, donc c'est vraiment une équipe jeune avec laquelle Félix Sanchez travaille pour l'objectif premier qui est la Coupe du Monde 2022.
Mais c'est une première participation intéressante tout de même, et l'année prochaine pour la Copa América 2020 pour laquelle ils sont de nouveau invités, je pense que ça sera déjà mieux. D'accord, donc le Qatar était là pour engranger de l'expérience, c'est chose faite, même si, comme tu le dis, il y a des choses évidemment à fignoler, mais voilà, je te trouve, je sais que tu es un suiveur du Qatar, mais je te trouve tout de même bien exigeant par rapport à cette nation qui là se retrouvait opposée face à des nations historiques comme la Colombie ou l'Argentine. Non, je dirais pas exigeant, mais en fait je me basais surtout sur la Coupe d'Asie au début de l'année qu'on a pu suivre sur Lucarno Posé, où là le jeu était vraiment très très agréable à suivre. Après c'est sûr que c'est pas des nations du niveau de la Colombie ou de l'Uruguay ou de l'Argentine, mais c'est pour ça que même au résultat final 0-1 contre la Colombie, 0-2 contre l'Argentine, ça reste des résultats que le Qatar n'aurait pas pu avoir il y a ça quelques années. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu parles de cette Coupe d'Asie et de ces équipes pas forcément du même niveau, du même acabit que celle de la Copa América. Eh bien, l'autre asiatique qui était dans cette Copa América, on va en parler, eh bien, c'était le finaliste de la Coupe d'Asie gagnée par le Qatar. C'est ça. C'était le Japon. Le Japon qui était dans le groupe de l'Uruguay, du Chili et de l'Équateur et qui a terminé troisième, malheureusement pour lui, pas meilleur troisième, donc éliminé. Ceux qui ont été les meilleurs troisièmes sont le Pérou et le Paraguay. Donc. Et le Japon termine donc troisième avec 2 points, 2 matchs nuls, l'un contre l'Uruguay lors de la seconde journée, un autre face à l'Équateur lors de la dernière, et une défaite une défaite d'ailleurs assez tonitruante contre le Chili, 4-0. 2 buts marqués, 7 buts encaissés, 3 buts marqués, 7 buts encaissés pour le Japon, mais le Japon, tu l'as dit, enfin tu l'as pas dit, mais tu as dit que le Qatar était la seconde nation la plus jeune de ce tournoi, et bien c'est tout simplement parce que le Japon était la première nation la plus jeune, car le Japon était là pour se préparer au JO de 2020 et a emmené une équipe essentiellement jeune. Le résultat et les contenus sont plutôt des matchs, des performances du Japon sont plutôt satisfaisants, non ? C'est ça, donc comme tu dis, ouais, donc le Japon est venu pour préparer les JO 2020 qui vont accueillir à Tokyo. Et donc on pouvait se dire à la vue du groupe composé par Hajime Moriyasu que ça allait être très compliqué pour le Japon. Pourquoi ? Parce que sur les 23 sélectionnés, il y a 16 joueurs qui ne l'avaient jamais été auparavant. Donc déjà le manque d'expérience était criant avant le début de la compétition. Et sur le premier match face au Chili, dans les 30 premières minutes, ça a été très intéressant pour le Japon. Ils ont créé plusieurs occasions. Après, ils se sont effondrés en encaissant 4 buts. Mais ça a été, il y a eu pas mal de choses intéressantes avec toujours le jeu qu'on connaît au Japon, un jeu direct où il se pose pas beaucoup de questions, où les combinaisons sont bonnes, des jeux en triangle intéressants. Et ensuite sur le deuxième match face à l'Uruguay, là aussi le Japon a montré de belles choses avec ses 2 buts marqués par Miyoshi notamment, qui est un très jeune joueur et qui est une des futures promesses du Japon. Et après sur le dernier match contre l'Équateur, pareil, bon, on était au Maracana pour Uruguay-Chili, mais d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que j'ai pu entendre, le Japon a fait une très bonne partie, a dominé la rencontre et a été toute proche de se qualifier pour les quarts de finale, parce que sur la dernière minute, il y a Kubo qui marque, mais sur hors-jeu. Donc le Japon était tout proche de se qualifier pour les quarts de finale, donc ce qui aurait été une surprise au vu de cette équipe qui est la plus jeune du tournoi avec moins de 23 ans d'âge moyen. Donc c'est vraiment il y a pas mal de choses sur lesquelles s'appuyer pour le Japon, et cette nation sera à suivre pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Bah oui, pour les Jeux Olympiques 2020, mais justement d'ailleurs, tu parles de promesses, et les promesses pour le Japon vont bien au-delà de ces JO 2020. Enfin, pour ces joueurs, en tout cas, j'espère pour eux, ça ira bien au-delà que JO 2020. Quels enseignements, du coup, tirer de cette Copa América, mais pour la sélection en général ? Est-ce que
que voilà, est-ce que là on peut se dire que certains cadres un peu plus anciens, un peu plus affirmés, comme Honda, pour ne citer que lui, ou Kagawa, etc., sont voilà, est-ce qu'ils peuvent avoir peur pour leur poste? Est-ce que voilà, on est vraiment sur une passation de pouvoir? Bah après là, je pense que avec cette Copa América, c'est vraiment le groupe sur lequel Hajime Moriyasu veut s'appuyer pour les JO de Tokyo. Donc tu parles de Honda par exemple, oui, ça va être compliqué pour ce joueur d'avoir sa place dans la sélection pour l'année prochaine. Surtout qu'il y a de très bons joueurs là au Japon. Je parlais au-delà des JO. Les JO, c'est à plus un an, c'est dans un an. Moi, je pense à ce groupe, justement, les enseignements tirés de cette Copa pour ce groupe que l'on a vu, mais à plus 2, plus 3 ans. Bah après ça, faut voir justement dans les prochains mois, les prochains groupes que Moriyasu va appeler, et là on pourra voir déjà ce que ça va donner. Mais là actuellement on peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait pour ces joueurs-là et pour ces joueurs expérimentés au Japon. D'accord, donc quelqu'un, voilà, c'est pas encore, il y a pas encore de joueur qui a vraiment marqué le tournoi de son empreinte pour le Japon au point de remettre en cause une certaine hiérarchie. Bah déjà les Miyoshi et Nakajima, je pense que c'est les deux joueurs qui ont le plus tapé dans l'œil sur ce tournoi. Donc Nakajima qui joue à Al Douaï au Qatar, et Miyoshi, très très bon joueur, une jeune pépite qui était l'année passée au Festival International Espoir dans le sud de la France, donc on a déjà vu jouer en France. Qui aujourd'hui et donc et puis même c'est ça, et puis même le jeune Kubo qui a signé au Real Madrid. Donc la génération actuelle, la nouvelle génération japonaise est très prometteuse pour l'avenir. Très bien, d'accord. Et ben merci beaucoup Jordan. Et comme j'ai dit à Pierre, on se retrouve en fin d'épisode pour parler un petit peu de vos aventures au Brésil. Ça marche ? Ça marche. Et un petit mot sur ce qu'a dit Hajime Moriyasu pour terminer. Là, donc après le dernier match, donc pour faire un petit bilan de la Coupe d'Asie, il a dit c'était comme si le fossé entre l'Asie et le reste du monde se rapprochait. C'est fort, des mots forts. Merci beaucoup Jordan et à tout à l'heure. Voilà, bonne journée, salut. Enfin, Jordan ne part pas trop loin non plus puisqu'on le retrouve de suite avec Philippe Troussier, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud au Mondial 98 et du Japon en 2002, qui nous livre ses souvenirs de Copa 1999 qu'il a vécu à la tête de la sélection nippone. Bon, on va revenir à la Copa América, du coup avec le Japon. Vous êtes la première nation extérieure au continent américain à participer à la Copa América en 99. Donc j'imagine que c'était un honneur pour vous et le Japon de participer à cette compétition mythique. Oui, en tout cas je ne sais pas si c'était un honneur pour eux, pas évident parce que j'ai senti que ça venait un petit peu perturber le déroulement du championnat. Je me souviens qu'à l'époque où ça s'est passé, je peux pas dire que les Japonais avaient pris ça comme une nouvelle honorifique. Ouais, au contraire, je trouvais qu'ils étaient toujours un petit peu entre la J-League, la ligue professionnelle et la fédération. Donc je dirais que c'est un petit peu le combat, même en France. On voit souvent les décisions entre la fédération, la ligue. Enfin bon, la ligue est très puissante au Japon, et c'est vrai que je me souviens. C'était pas une période où je m'étais permis d'avoir une préparation particulière. Je veux dire, le championnat était terminé, on partait le lendemain, on jouait 3 jours après. Okay. Donc, si vous voulez, dans le cadre du système japonais, ils n'en font pas une question de prestige. Il est évident qu'ils ont été invités, évidemment, et que c'est toujours une très belle performance, ou en tout cas une très belle expérience à vivre, surtout lorsqu'on est dans une dynamique de préparer une équipe ou de construire une équipe pour la Coupe du Monde 2022, ce qui sera le cas pour le Japon. Et moi, je m'étais servi également, évidemment, de cette étape, non pas pour préparer la Coupe du Monde 2002, parce c'était en 99, mais beaucoup plus pour évaluer
l'après Coupe du Monde 98. Parce que après la Coupe du Monde 98, j'ai voulu évaluer l'existant. Donc les joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde 98, j'ai pas voulu passer le témoin à la jeune génération. J'ai respecté cette vieille génération et pendant un an, je les ai contrôlés et la Copa América a été, je dirais, la dernière épreuve entre guillemets de ceux que je souhaitais libérer. Et ce n'est qu'après cette Copa América que j'ai vraiment commencé, je dirais, mon travail de construire une équipe ça nécessitait une transition, des jeunes qui arrivaient, etc., etc. Donc moi, je m'en suis servi personnellement comme une étape d'évaluation de l'ancienne génération. Alors que là, dans le contexte de la Copa América 2019, je pense que ça sera beaucoup plus l'inverse. Ils vont se servir comme une étape, je dirais, de donner des expériences à une équipe qui a déjà assumé une certaine transition. Je l'ai vu là, il y a déjà des joueurs qui ont disparu, des joueurs renommés comme Honda, comme Kagawa, etc. Donc je pense que l'entraîneur, comme il doit préparer aussi les Jeux Olympiques 2020, je pense qu'il va profiter de cette expérience de haut niveau pour mettre une équipe qui va se construire, quoi. Est-ce que vous aviez un objectif précis lors de cette Copa América en 99 ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on n'avait pas de vision. On n'avait pas de vision. Pour nous, participer à la Copa América, il suffisait de voir le groupe dans lequel on était ou de voir les équipes qui participaient. On comprenait qu'on était le petit poussé, le petit poussé en termes d'expérience, en termes de prestige. Voilà, donc il est évident qu'en théorie, c'était surtout y participer. Et même si quand on est entraîneur, quand on participe, on a envie de gagner des matchs, mais il est évident qu'on n'avait pas un objectif précis de se qualifier, etc. Donc c'était un peu à vue, hein, voilà, en fonction de ce qu'on allait. Et donc pour votre premier match dans la compétition, vous vous inclinez 3-2 contre le Pérou après avoir pourtant ouvert le score grâce à Lopez. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait la place pour faire un meilleur résultat? Oui, sans pour autant avoir la main mise sur le match, mais dans la mesure où je crois qu'on égalise, après on égalise 2 fois, c'est ça, ou on met nos scores, je sais plus. Je vais juste revoir ça. Alors, qui du Japon? Je sais qu'on égalise, on égalise 2-2. Alors il y a 1-0 pour vous, 1-1, 2-1 pour le Pérou, 2-2 et 3-2 5 minutes après à 10 minutes de la fin. Voilà. Donc oui, pour ce premier match, on sentait qu'il y avait la possibilité de faire un résultat. Est-ce que l'équipe était c'était pas une équipe que j'étais vraiment dans la phase encore de prendre en charge, parce qu'il est évident que quand on a joué la Copa América, j'avais dû jouer 2 matchs. J'avais joué un match c'était vraiment vos débuts, quoi. En octobre. J'avais joué un match en octobre, contre l'Égypte. C'était mon match d'ouverture en octobre 2098. Ensuite, on avait joué le Brésil en mois de mars, et c'est tout. C'est tout. Et alors, par contre, entre janvier et juin, j'étais responsable de l'équipe des moins de 20 ans. Où là, on avait fait un stage en Afrique et on avait fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et je vous rappelle quand même que j'ai terminé finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans contre l'Espagne de Xavi, Pujol. Voilà, donc il faut quand même préciser que c'est là que j'ai pris conscience que la génération des moins de 20 ans était une génération exceptionnelle. Il faut quand même savoir qu'avec cette équipe-là, on a été en finale de la Coupe du Monde après avoir battu les États-Unis, l'Angleterre, le Cameroun, le Portugal qui était champion d'Europe, l'Uruguay, le Mexique, pour se retrouver en finale contre. Et là, j'ai pris conscience que j'avais une génération exceptionnelle. Et de cette génération, il y en a 6 ou 7 qui ont fait la Coupe du Monde 2 ans après, quand même. Il faut quand même le dire. Ok. Lors de votre second match, vous perdez 4-0 contre le Paraguay, donc le pays organisateur. Comment était l'ambiance au Paraguay pour ce match à Asunción? Exceptionnel. Exceptionnel. Et en même temps, de notre côté, je dirais pas critique, mais autant je vous disais qu'il n'y avait pas d'objectif particulier. À glaner une place d'honneur, etc. Même si quand on est entraîneur, évidemment, on n'y va pas pour perdre. Mais
je sentais, il y avait 50 journalistes après dans ma conférence de presse. J'étais suivi à la trace, etc. Donc vous connaissez le principe. Donc je dirais que c'était presque considéré pas comme un échec, mais si, c'était très critique. Pourquoi on prend 4-0 contre le Paraguay, pourquoi, etc. Donc je sentais pas une ambiance, je dirais, de préparation, de travail. J'étais déjà dans la position d'un entraîneur qui absolument devait gagner et puis d'expliquer. Voilà, donc ça je l'ai senti d'ailleurs pendant les 4 ans. Pendant les 4 ans, ça n'a jamais été facile. Il y avait une espèce d'exigence de la presse, peut-être une exigence indirecte de la fédération. Et ça, je mettais ça sur le compte, si vous voulez, peut-être du manque de capacité à évaluer le niveau qu'on avait, si vous voulez. C'était, voilà, on joue, donc il faut gagner. Est-ce que l'opposition était trop forte contre le Paraguay ? La différence, elle n'est pas systématiquement importante. La différence, elle se fait sur une dynamique. Je crois qu'on prend un but d'entrée. Il y a 50 000 personnes au stade. On joue le pays hôte. Ils ont un super attaquant qui s'appelle Santa Cruz, qui jouait à l'époque. Voilà, donc, il y a des événements qui se sont enchaînés. Vous prenez un but pour les 2 buts, puis après, on ne peut pas dire qu'on a lâché le match. Après, je pense qu'on a dû faire un bon match, mais il est évident que il y avait une grande différence. Il y avait une grande différence dans le comportement, dans l'attitude. Je dirais, c'est une équipe où tous les joueurs jouent en Europe, et nous, on avait une équipe qui jouait avec que des locaux, etc. Et puis une équipe qui se construisait. Donc, évidemment, il y avait une différence. Évidemment, il y avait une différence et elle s'est mesurée au résultat. C'est évident. Nous, on était à l'époque une équipe quand même locale qui venait de faire une Coupe du Monde, qui n'a gagné aucun match pendant la Coupe du Monde, qui avait marqué, je crois, un seul but ou 2 buts. Voilà, une équipe qui avait jamais marqué un point en Coupe du Monde, qui avait participé qu'à une seule Coupe du Monde, une équipe vieillissante avec des joueurs qui étaient capables de courir pendant 3 heures, mais finalement qui étaient incapables de se créer des occasions de but. Donc c'était cette équipe-là très physique, qui était capable de se battre comme des samouraïs, qui finissaient avec l'honneur. Voilà. Donc c'était une équipe basée sur un élément physique. C'était une équipe qui n'était pas capable de maîtriser le ballon. Donc cette équipe-là, je savais que je jouais avec cette équipe-là. Je savais que je venais de faire la Coupe du Monde junior. Je savais que j'avais un groupe olympique de qualité. Et c'est pour ça que je terminais, si vous voulez, une génération. Voilà, je terminais une génération. Elle a terminé par cette Copa América. Et c'était un barreau d'honneur. Parce que je voulais absolument que cette équipe qui avait tout donné, cette équipe vieillissante, avec des joueurs très sympas, des joueurs qui avaient marqué l'histoire du Japon, c'était leur barreau d'honneur. Voilà, c'était une façon de bien terminer. Et pour moi, c'était une façon de passer à autre chose. Donc c'était pas l'équipe que je voulais. J'ai joué avec une équipe que j'avais présentée, mais c'était pas le football que je voulais développer. Et en tout cas, à partir de là, j'ai pris conscience qu'on allait partir sur d'autres bases. J'imagine que sauver l'honneur lors du dernier match contre la Bolivie, c'était important pour vous quand même, et le Japon. Alors ça, c'était important, et ça a été. Alors autant je disais que il y avait un esprit critique, autant là, c'était vraiment ce point. C'est un point justement un point d'espoir, un point qui fait qu'on prend un point contre une équipe. Voilà, je dis pas que la Bolivie elle a fait beaucoup de Coupes du Monde, mais c'était effectivement dans le cadre de cette Coupe América. On termine par un match nul. Ça a été considéré comme une vraie victoire, en tout cas en interne, en externe également. Donc voilà, on n'est pas sorti bredouille, on a pris un point. Et ce point, si vous voulez, on n'avait pas pris en Coupe du Monde 98, c'était un point quand même de niveau international. Donc c'était pour nous un message qui nous permettait de commencer une aventure. Et est-ce que les supporters japonais s'étaient déplacés ou pas du tout au Paraguay? Oui, mais les supporters japonais du Paraguay. D'accord. Parce que c'est incroyable le nombre de Japonais que vous avez sur les territoires de l'Amérique du Sud. C'est des gens, il y a carrément des communautés. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait un président de la République, je ne sais plus où il était, là, qui était en prison, là, comment il s'appelle, c'était où ça vous vous rappelez pas? Celui qui avait creusé un tunnel là pour aller choper des terroristes là. Ah oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai plus son nom, mais je vois. C'était un japonais, le gars, c'était un japonais, je sais plus quel pays c'était, mais c'était un japonais. Mais il y a des centaines et des milliers de japonais qui vivent en Amérique du Sud, et voilà, il faut savoir que la communauté japonaise, d'ailleurs, elle est partout. Vous faites un match en France, ils sont tous là. En Angleterre, c'est pareil. Donc, on était vraiment encadré avec une belle communauté japonaise au
Paraguay. On n'était pas seul. Ok, et au niveau de l'organisation, qu'est-ce que vous avez pensé de l'organisation de cette Copa América au Paraguay? Est-ce que tout s'est bien déroulé? Ouais, franchement. Ouais. Un peu peur sur un transit quand on a fait notre dernier match à la frontière brésilienne. Là, Ouais. l'avion il a fait un atterrissage un peu bizarre. Et il a dû voler pendant 1000 km à 50 mètres au-dessus du sol. Ah ouais, Donc ça, on a apprécié le paysage. Mais c'est vrai que quand il s'est mis à atterrir, c'est vrai que ça a été assez exceptionnel. Mais oui, c'était une organisation... alors bien sûr, c'est pas l'organisation à la japonaise, Ouais. côté très clean des choses. Mais disons que moi qui arrivais d'Afrique, j'étais pas dépaysé, quoi. Vous avez été Non, bien, non, c'était bien une accueilli, ouais. Ouais, bien accueilli. Franchement, le Japon est une équipe qui a toujours bien accueilli. Il y a des liens très forts d'ailleurs avec les pays étrangers. En général, le Japon est un pays qui est toujours bien reçu dans des bonnes conditions. Et puis on est aussi bien reçu nous aussi du côté de nos ambassades, du côté de Ok, la ouais. communauté japonaise. Donc on est jamais trop loin du Japon lorsqu'on est à l'étranger. Et quel souvenir vous gardez de cette compétition au final? Des bons souvenirs malgré tout? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Le souvenir sportif, je pensais que j'insistais sur un autre aspect du projet sportif. Le projet sportif, évidemment, jouer le Pérou. Moi, j'arrivais, donc je venais de faire une Coupe du Monde avec le Japon, donc je commençais ma carrière internationale. Donc je mettais dans mon palmarès, je venais de faire une Coupe du Monde en étant finaliste de la Coupe du Monde junior. Ensuite, j'avais joué le Brésil trois mois avant avec les Rivaldo, Ronaldo, etc. Donc il m'a dit, mais mettez-vous à ma place. J'étais un jeune entraîneur. Ouais. Je jouais le Brésil. On fait la Copa América avec une préparation en Argentine. Je me souviens d'avoir vu le match Argentine, je sais plus le match qui était en Argentine, j'avais été voir Bielsa, c'est là que j'ai commencé à découvrir Bielsa, qui D'accord. était entraîneur national de l'Argentine. On s'était retrouvé aussi en préparation en Argentine, j'avais retrouvé mon ami Carlos Bianchi. Ok. J'avais revu des anciens joueurs qui jouaient à Reims, qui s'appelaient comment il s'appelait faut que je trouve son nom, le libéraux du stade de Reims. César Larreynier, vous êtes trop D'accord. jeune peut-être, mais vous pouvez le marquer. Donc j'avais retrouvé César Larreynier et Joachim Martinez, qui était l'avant-centre de Toulouse. Donc j'avais retrouvé des anciens joueurs avec lesquels je jouais, moi. Donc ça avait été sympa cette préparation à Buenos Aires. Et on avait été donc préparer notre Copa América au Paraguay. Voilà, donc ça reste un souvenir d'entraîneur contre des équipes prestigieuses. Et puis le souvenir pour moi, bien sûr, c'est d'avoir été pour la première fois de ma vie en Amérique du Sud. J'ai jamais mis Ouais. j'ai mis les pieds en Afrique du Sud, donc ça reste une aventure exceptionnelle. D'avoir été au Paraguay, d'avoir été à la frontière brésilienne, d'avoir même rencontré, je me souviens, un ancien entraîneur bolivien qui avait fait mon stage, il avait fait mon stage à Vichy avec moi d'entraîneur, et il était venu me voir, etc. Donc voilà, donc c'est ça le foot, quoi. C'est le monde, il est petit, et moi j'ai eu le grand privilège tout au long de ma carrière d'avoir voyagé dans tout le monde entier, d'avoir fait des compétitions comme la Copa América, la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde junior, etc. Donc ça, c'est la plus grande richesse, avec plus de 200 matchs internationaux, dans une quinzaine de pays différents, à la tête de 7 sélections différentes. Tout ça, c'est une richesse exceptionnelle que j'ai vécue et que j'ai envie de parler aujourd'hui. Un grand merci à Philippe Troussier de la part de toute la rédaction de Lucarne Opposée et de tous nos auditeurs, je n'en doute pas, pour ses anecdotes et sa disponibilité. L'heure est venue de prendre des nouvelles de notre joyeuse bande Hello, envoyée au Brésil pour cette Copa, qui de São Paulo ont bifurqué vers Rio de Janeiro, voir si les caipirinhas y sont plus douces. J'en doute.
messieurs, aujourd'hui, nous n'avons pas Nicolas Nicolas Cougo, qui est en train de travailler à d'autres choses, toujours à Rio, mais à d'autres choses. Aujourd'hui, les membres de l'équipe qui seront présents pour ce carnet de voyage seront Pierre Gerbeau. Comment vas-tu, Pierre ? Salut Simon, écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Jordan Bozonnet, comment vas-tu ? Écoute, on est à Rio actuellement, donc ça ne peut pas aller mieux. Hein. Ah d'accord. Et Marcelin, toi tu connaissais déjà Rio, mais ma foi, Marcelin Chamois, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis à la maison, donc ça va. À la maison, carrément, à la maison. Alors les gars, avant de parler de Rio, on va parler de votre fin de séjour à São Paulo quand même, puisque vous avez, la dernière fois qu'on s'est quitté, vous étiez toujours à São Paulo. Comment s'est passée cette fin de séjour ? Je sais que vous êtes allé visiter le musée du football, par exemple, et que vous êtes évidemment retourné au Morumbi voir Colombie-Qatar. Marcelin a adoré le musée, je lui laisse en parler. Non, du coup, la fin de São Paulo, au début, on a dit qu'on était un petit peu déçus de l'ambiance. Mais là, je trouve que la fin, c'était vraiment très bien. On a fait Uruguay-Japon, dans un bar uruguayen de São Paulo. Du coup, c'était assez cool. Après, on a un reportage à retrouver sur YouTube. Hein. Ouais. On a fait après le Brésil-Pérou, au musée. On a visité le musée du Pacaembu avant, puis on a fait un truc spécial avec un peu de choses à manger de divers pays, et du coup le match Brésil-Pérou sur un écran géant. Donc ça c'était cool aussi, ça arrive aussi sur Lucarne opposé pour le musée. Et puis effectivement le match Colombie-Qatar au Morumbi, donc franchement on fait des belles soirées, donc c'était pas mal la fin à São Paulo. C'était déjà un peu plus sympa le Morumbi version colombienne. Ouais. Alors on reviendra après sur le Uruguay-Chili, mais on est monté crescendo parce que sur le Brésil-Bolivie en ouverture au Morumbi, il y avait rien, 0. Et là, pour le Colombie-Qatar, il y avait un peu plus d'ambiance. Voilà, c'était pas un match au Metropolitano à Barranquilla, mais il y avait 20 000 Colombiens et c'était bien. Ouais, il y avait un peu d'ambiance. C'était pas ce qu'on a pris au Maracana, mais ouais, il y avait de la matière au Morumbi. C'était quand même pas mal, et les Colombiens ont mis l'ambiance, quoi. 20 000 Colombiens, c'est déjà pas mal, et j'imagine que 20 000 Colombiens, ça fait du bruit et ça met de l'ambiance. Mais est-ce que, Jordan, il y avait quelques supporters qataris quand même, ou quelques personnes au moins au-delà de toi ? Il y en avait quelques-uns, mais je pense qu'ils viennent de la communauté musulmane qui est ici à São Paulo. Du coup, il y en avait quelques-uns. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, je pense. Je dirais peut-être une centaine, peut-être 200. Et on en a vu quelques-uns aux abords du stade. Après, dans le stade, on n'a pas bien vu où ils étaient. Mais bon, ils étaient quand même là. D'accord. Qu'est-ce qui vous aura marqué de São Paulo au final ? Je dirais peut-être la soirée dans le bar Fuego Celeste pour voir Uruguay-Japon. Là, pour le coup, l'ambiance, elle était vraiment top. On a pu faire un beau reportage qui a retrouvé sur la chaîne YouTube de Lucarne opposé. Non, c'était vraiment cool. L'ambiance était très sympa, très très sympa. Et après, je laisse Marcelin et Pierrot leur demander ce que vous en avez pensé. Moi, c'était une des meilleures soirées de São Paulo. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur ? Moi, je vais dire les stades, du coup, ce qu'on appelle le Morumbi de São Paulo pour voir un match. On s'est baladé autour de l'Allianz Parque, et puis on a pu de Palmeiras, et on a pu visiter le Pacaembu qui est plutôt lié au Corinthians. Du coup, j'étais assez content de faire les trois stades des trois clubs de São Paulo et dans des contextes différents. Il en reste un, hein. En théorie, il en reste un de stade qui est encore debout mais qui n'est quasiment plus utilisé. C'est le Parque São Jorge qui, lui, vraiment est le vrai stade historique du Corinthians. Et je ne t'apprends rien. Non. Mais sinon, il y avait aussi l'Itaquerão qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'avait pas de place. Mais il reste d'autres stades à faire pour une prochaine fois. Bien sûr. Alors aujourd'hui, messieurs, vous êtes à Rio. Vous êtes passé de São Paulo à Rio. Alors Marcelin, toi tu connaissais déjà, c'est une ville que tu avais visité déjà par 2 fois. Jordan et Pierre, vous découvrez, est-ce que vous êtes charmés ? Je demande pas à Marcelin s'il est charmé, puisque lui il appelle carrément ça sa maison. Donc, On est charmé, bien entendu. Rio, il y a la plage, la montagne, Christ Rédempteur.
plein de sucre, il y a vraiment tout pour passer un agréable séjour. En plus, il y a la Copa América, donc que demander de plus. La soirée au Maracana pour Uruguay-Chili était vraiment top. Bon, on est arrivé un petit peu en retard, parce qu'il y a beaucoup de bouchons, donc on a loupé les hymnes, on a loupé les 2-3 premières minutes du match. Mais bon, franchement, on sent vraiment l'atmosphère de la Copa América à Rio, quoi. Beaucoup plus qu'à Sao Paulo. Tiens, oui, ça c'était une de mes questions. Vous, au niveau ambiance, est-ce que vous aviez été déçu la semaine passée? Est-ce que ça a un petit peu décollé quand même chez les Brésiliens? Est-ce que vous l'avez senti un petit peu décollé à São Paulo et donc là à Rio? Bah écoute, pour répondre un peu plus à ta question de manière un peu concrète, quand on est arrivé, c'était dimanche, et c'était le jour de France-Brésil en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Et alors, et de là où on était, on entendait des gens crier. Et alors, certainement pas ni pour Argentine, Qatar, ni pour Colombie, Paraguay. Donc on entendait quelques cris, et l'ambiance devait être sur un bar probablement dans notre quartier Urca, là où on se trouve, et donc c'était assez sympa, ouais. Ça devait être une bonne ambiance. Donc on attend de voir jeudi soir le quart de finale contre le Paraguay, et ça devrait être encore monté d'un cran, ouais. En tout cas, il y a des événements prévus pour ce quart de finale, notamment dans des bars qui vont retransmettre le match du Brésil. D'accord. Est-ce que vous percevez du coup une manière, j'allais dire différente? Est-ce que vous percevez une manière différente de vivre le foot entre São Paulo et Rio, de ce que vous avez vu? Bah, une manière de vivre tout simplement, qui est totalement différente. Rio, c'est tu es en Amérique du Sud. Sao Paulo, t'as moins cette impression-là. Encore plus sur l'Avenida Paulista, par exemple, qui ressemble à Manhattan, en fait. Et là, on sait qu'on est en Amérique du Sud. Ouais. À Rio, c'est une ville qui me paraît bien plus brésilienne dans l'âme que Sao Paulo. Donc tout est différent. Ouais. Ça, c'est clair. Et donc le football aussi, on l'a vu au Maracana. Il y avait pour Uruguay-Chili, il y avait des gens qui entamaient et il y avait un groupe de supporters menguistas, dont Marcelin Chamoin a suivi le chant à la gloire de Zico. Donc c'est vraiment une ville latino-américaine par excellence, Rio. Ouais. D'accord, c'est rigolo. C'est étonnant que tu dises ça, parce que il n'y a pas plus brésilien comme carte postale et comme façon de vivre que la façon carioca. Et dans les faits, c'est plutôt d'ailleurs São Paulo qui est latino-américaine, qui est une capitale latino-américaine, et qui d'ailleurs est cosmopolite et concentre l'essentiel des communautés latino-américaines vivant au Brésil. Donc c'est marrant que t'aies ressenti ça. Ah bah écoute, ouais. Moi après, je vis dans une capitale latino-américaine qui est totalement différente de Sao Paulo. Donc ouais, Sao Paulo, c'est le top dans les top 5 des mégalopoles mondiales. Donc c'est beaucoup. Effectivement, il y a une immigration qui vient de à peu près toutes les parties du monde, mais du coup, j'ai moins cette impression-là d'Amérique latine que Rio. Donc, je sais pas après pour Marcelin, mais ou pour Nico, qui connaît aussi Santiago et qui connaît le Chili. Donc, je sais pas. Ça, en tout cas, c'est mon impression. Allez, on va revenir un petit peu sur la Copa América. Vous êtes allé à ce qui est probablement jusqu'aujourd'hui l'un des matchs qui a été les plus palpitants de cette compétition, le Chili-Uruguay au Maracana, gagné à 1-0 par l'Uruguay. C'était dingue. Ouais, c'est soit sur le terrain ou dans les tribunes, mais surtout en première mi-temps, il y a eu aucun temps mort, le ballon était en jeu, les deux équipes, l'intensité elle était assez folle. Et ouais, c'était vraiment un très beau match, et en plus le Maracana, il était assez chaud bouillant quand même, avec une majorité de Chiliens, mais les Uruguayens se faisaient autant entendre aussi par moment. Donc ouais, je pense que c'est le plus beau match de la Copa América du premier tour. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est assez fou dans l'idée, c'est que c'était le troisième et dernier match de groupe. Les deux équipes étaient qualifiées.
Donc on pouvait peut-être s'attendre à une intensité un peu moindre et un peu plus calculatrice, quoi. Mais au final, comme l'a dit Marcelin, l'intensité a été folle. Les deux équipes voulaient absolument gagner. Donc on a été vraiment agréablement surpris, et au niveau de la qualité, la qualité de jeu, elle n'était pas exceptionnelle non plus. C'était plus dans l'intensité que dans la qualité du jeu. Mais c'est quand même vraiment, vraiment très sympa à regarder ce match. Avec en plus l'ambiance mise par les Chiliens et les Uruguayens. C'est vraiment le match à ne pas manquer de cette Copa América pour l'instant. En effet. Et ben messieurs, on va terminer sur quelque chose de plus, de plus gustatif et de plus ragot, de plus offside. Il me semble que certains d'entre vous, notamment l'un d'entre vous, a fait connaissance avec Madame Caipirinha. Ah, on goûte les spécialités locales, hein. On a tous préparé on a tous goûté les cocktails préparés par Marcelin, hein, qui sait faire, qui a l'expérience. Donc ouais, c'est notre carioca local, hein, donc c'est lui qui prépare les caipis avec l'aide de Monsieur Cougo au glaçon. Avec Monsieur Cougo au glaçon, d'accord. Et, donc plutôt caipirinha que geladinha. Geladinha, c'est la bière, hein, pour nos auditeurs. Plutôt, oui. Ah oui. Ouais, les deux quand même. Hein. Ouais, les deux. Il y a les deux. Parce que mais c'est vrai que on fait mal au crâne la caipi quand même. Non, mais on reste sur des petites quantités, on va dire. C'est pour goûter. On fait des ateliers du goût. Voilà. Voilà. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et il faut consommer avec modération. Donc, très bien. Et pour l'instant, nous suivons à la lettre. Vous avez goûté seulement la caipi au citron ? Ouais, caipirinha, du coup, pas de caipi en cas ou avec d'autres fruits non plus, on n'a pas essayé encore. Ah, bah tu vas me faire le plaisir d'aller leur acheter des maracujas et de leur faire goûter une caipi au maracuja, parce que ça envoie de la cachaça, ça envoie du pâté, ça envoie du bouza. Et ben merci beaucoup, messieurs. On va vous souhaiter une bonne continuation dans cette Copa América avec encore quelques jours à Rio, Belo Horizonte chez les montagnes Mineras qui se profilent pour vous, et après un retour pour la finale. Merci Marcelin. Merci à toi. Merci Pedro. Et merci à toi. Et merci Jordan. Et merci à toi pour l'appartement aussi. Mais de rien. C'est pas moi, c'est vos autres qu'il faut remercier. À bientôt messieurs. À bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Hello na Copa. Salut les amis.